Un visage emblématique, une coupe sans épis depuis 30 ans, un style probablement jamais à la mode mais au final jamais démodé, c'est la figure iconique de la politique. 16 ans au pouvoir de la 4e puissance mondiale, 4 mandats et une cote de popularité qui caracole à plus de 70%, on comprend pourquoi cela force le respect et qu'elle a été désignée 14 fois la femme la plus puissante du monde selon le magazine Forbes, mais aussi la dirigeante qui inspire le plus confiance dans le monde en 2017. Je vous parle bien entendu de la politicienne allemande Angela Merkel. Je suis Xavier Del Fuego, bienvenue dans Iconique. I don't feel like an icon. It's crazy. Iconic and amazing people. J'ai été une idole. I do think I am a goddess. On me considère comme un symbole sexuel. Legendary. Iconic. That is what style icons do. C'est un don qu'on a. A legend in the making. Obama. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Iconique. Alors vous le savez peut-être déjà, mais Iconique, c'est votre condensé de pop culture qui questionne la place que certaines personnalités peuvent prendre ou ont pu prendre dans notre société. Musique, cinéma, littérature, politique cette fois-ci, ils ont tous marqué notre société à leur façon. Alors évidemment, moi je me fais un petit kiff en désignant évidemment les gens que je considère d'iconiques. C'est un sujet très subjectif qui dépend de qui on est, mais le but de ce podcast, c'est aussi de poser des questions sur ces différentes personnalités, des questions assez larges qui vont peut-être lancer des discussions, je l'espère en tout cas, et ces discussions peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux d'Iconique, @IconiquePodcast sur Facebook, Twitter et Instagram, mais aussi YouTube, où vous pourrez voir les images dont je vous parle, même si à l'audio, ça fonctionne parfaitement. Et aujourd'hui, nous parlons donc d'Angela Merkel. Alors, est-ce que pop culture et politique peuvent fonctionner ensemble? Alors, une question de légitimité se pose évidemment, mais personnellement, quand j'ai parlé autour de moi de ce nouveau sujet pour Iconique, la plupart de mon entourage étaient très très impatients à l'idée d'écouter ce qu'on pouvait dire sur l'iconicité d'Angela Merkel, parce que oui, Angela Merkel, malgré elle, on va le voir, est extrêmement iconique. Et à travers l'histoire, nombreuses sont les personnalités politiques qui ont façonné notre vision du monde. Alors, Margaret Thatcher, qui a défini les années 80-90 au Royaume-Uni, Barack Obama plus récemment, alors qu'à l'inverse, évidemment, certains vont tomber rapidement dans l'oubli. Je ne citerai pas de nom pour ne pas avoir de problème de qui que ce soit. Mais de son côté, Angela Merkel a sans nul doute, évidemment, marqué une très longue époque. Elle incarne beaucoup de choses, mais au final, savez-vous en quoi consiste sa politique, ce qu'elle a défendu comme idée? Quelle est son histoire et pourquoi est-elle finalement si iconique? Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Et vous allez voir vraiment qu'elle a une influence énorme, politiquement, cela va sans dire, mais également dans la pop culture. Ce podcast contiendra, comme à l'accoutumée, 4 parties. L'histoire qui a forgé Angela Merkel en première partie, la seconde partie, la face cachée d'Angela Merkel, ce qu'on retiendra de ses années au pouvoir en troisième partie, et enfin, qu'est-ce qui fait d'elle une icône de la pop culture? C'est parti! Alors, j'ai décidé évidemment de commencer par l'histoire d'Angela Merkel parce qu'évidemment, même si nous avons toutes et tous notre histoire propre qui nous définit, celle d'Angela Merkel prend des proportions énormes. Quand on sait d'où elle vient, tout prend une autre dimension parce que ça a forgé une politique très particulière, parfois complètement à l'opposé de tous ses collègues et qui l'a plus que probablement aidé à rester au pouvoir pendant des années et des années. Merkel, c'est 35 années de RDA, d'Allemagne de l'Est, autrement dit de dictature communiste. Dans cette période, évidemment, être libre n'était pas la norme et la différence n'avait pas sa place. Le mot mur avait une toute autre signification et l'Allemagne de l'Est est considérée comme le mauvais côté du mur, celui de la dictature, et c'est là qu'Angela Merkel a grandi. Alors au fil des années, elle a réussi à y déceler des avantages, mais surtout à le transformer en une force politique plus tard, car contrairement à de nombreux de ses homologues occidentaux, qui eux n'ont connu que la liberté, elle connaît le prix à payer. Ich bin im unfreien Teil Deutschlands, der DDR, aufgewachsen. Viele Jahre habe ich, wie viele andere, von der Freiheit geträumt. Dans son enfance, avancer sans faire de vagues était une question de survie, et aujourd'hui, dans son style politique, avancer sans faire de vagues est devenu aussi son style de survie pendant plus de 15 ans. Elle a été éduquée dans la rigueur, dans l'austérité de son père, pasteur Horst Kastner. Elle a un parcours académique sans faute jusqu'à l'obtention de son doctorat en chimie quantique à Berlin-Est. De la dictature et de sa formation de physicienne, Angela a par ailleurs appris la prudence, la réflexion, une véritable ligne de conduite de sa politique, une formation qui l'aidera d'ailleurs plus tard dans la crise du Covid, je vais y revenir. Et tout aussi symbolique, la politique d'Angela Merkel commence en
1989. C'est une date très symbolique puisque c'est la date de la chute du mur. Même si sur le moment même elle ne change rien à ses habitudes, elle se rend compte qu'il y a quelque chose à faire et se lance alors dans ce milieu qu'on peut qualifier de féroce tout de même. Elle s'affilie au CDU, c'est l'Union chrétienne démocrate, et rapidement elle deviendra porte-parole du dernier gouvernement de la RDA. Par la suite, l'Allemagne étant réunifiée, elle rejoindra les gouvernements d'Helmut Kohl, figure emblématique lui aussi de la politique allemande, en tant que ministre des femmes et de la jeunesse et des sports. Alors, un nom de ministère qui pourrait, je pense, faire l'objet d'un podcast entier. Je ne vais pas épiloguer, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Helmut Kohl voulait une femme de l'Est à un ministère de petite envergure, le ministère des femmes bien sûr, et il avait besoin de ces deux critères qui n'étaient pas faciles à trouver, femme et de l'Est. Elle était pour le coup au bon endroit, au bon moment, un coup de pouce du destin peut-être, mais au bout d'un mandat, elle a fait ses preuves et est propulsée alors à un ministère un peu plus important, mais symbolique tout de même si on est dans les années 90 et que on y accorde encore moins d'attention qu'aujourd'hui, celui de l'environnement. C'était un peu du pipi de chat par rapport à ce qui va arriver après, parce que par la suite, pour arriver chancelière, il faut bien écraser la concurrence et parfois faire le vide autour de soi. Et c'est ce qu'Angela Merkel a su faire, et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie de ce podcast, les stratégies politiques, la face cachée d'Angela Merkel. Alors qu'on se le dise, au départ, Angela Merkel a assez vite gravi les échelons, parce qu'elle remplissait plusieurs cases essentielles à l'époque. Jeune, femme, et de l'Est. Mais surtout, elle ne faisait ni vague, puisque rien n'indiquait qu'elle avait participé d'une façon ou d'une autre à la dictature communiste, mais surtout, elle ne faisait pas peur et ne faisait pas de l'ombre à ses concurrents qui la sous-estimaient alors et qui se moquaient même d'elle parfois et de son accoutrement, de sa façon d'être. Et pourtant, ils l'ont bien sous-estimée puisqu'elle va bel et bien les écraser, c'est le mot, les uns après les autres pour arriver à ses fins, et c'est la dure loi de la politique, la fin justifie les moyens. Première personne publiquement évincée par Merkel, et pas des moindres, j'en parlais il y a quelques minutes, Helmut Kohl. Son mentor, la personne qui lui a donné sa première chance en politique et qui l'a aidé à entrer dans ce milieu. Il était chancelier à la tête de l'Allemagne pendant 16 années, je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un peut-être, et après ces 16 années, il va perdre la chancellerie, et un an plus tard, il sera empêtré dans un scandale, celui des caisses noires qui touchent la CDU, donc des révélations de création de fonds illégaux pour attendrir des futurs électeurs, quelque chose qui est quand même... On va pas dire légion en politique, mais bon, qui est arrivé plusieurs fois, donc ça ne choque pas grand monde finalement aujourd'hui, et qui lui coûtera grandement sa réputation. Et Angela Merkel y sera d'ailleurs pour quelque chose, puisque Helmut Kohl était alors un monument. On ne touchait pas à Helmut Kohl, c'était vraiment une figure emblématique, encore une fois, de l'Allemagne. Et pourtant, celle qu'on pensait alors calme et inoffensive va écrire une tribune dans le journal Phase qui va détruire le politicien. Von Leuten, die es nicht mal schaffen, zuzustimmen, wenn es ums Abhören von Verbrechern geht, das lassen wir uns nicht sagen und da sind wir ganz klar. Elle demande calmement, poliment, consensuellement de tourner la page Kohl et de se tourner alors vers l'avenir. Une trahison pour le coup que Kohl ne lui pardonnera jamais. On ne se rend plus trop compte aujourd'hui de la puissance de ce coup, et ici elle a fait preuve d'énormément de courage et d'une prise de risque que peu de personnes auraient été capables de supporter alors à l'époque. Par la suite, elle sera élue présidente du parti à la place de Kohl en 2000 avec un score incroyable, presque nord-coréen, de 897 voix sur 935, avec un programme ni de droite ni de gauche, anti-système qui joue sur la différence, une femme de l'Est, simple et proche des gens. Alors son deuxième coup, c'est un vrai complot à la House of Cards. C'était en 2002 lors des élections de la chancellerie, et au sein de son parti, la CDU, 3 noms sont sortis, Stoiber, Merz et Merkel, et elle se propose alors comme candidate alors qu'elle se savait perdue. Elle propose alors à Stoiber, un des 3 candidats, de lui céder sa place à une seule condition. Si la CDU chute, elle aimerait cumuler le poste de présidente qu'elle a déjà et celui de son groupe au Bundesrat, l'Assemblée parlementaire allemande, à 2 marches alors de la chancellerie. Et ce poste de présidente du groupe au Bundesrat est tenu alors par Merz, le 3e candidat pour la chancellerie. Stoiber accepte, mais perdra les élections. Elle a donc détruit les deux en même temps, puisque Stoiber sera déchu, et Merz cède alors sa place au Bundesrat à Merkel. Et c'est en ça qu'est fort Merkel, puisque en fait le temps est réellement devenu son allié à partir de ce moment-là, et il ne le quittera plus jamais, puisque 4 ans plus tard, nouvelle élection, c'est son tour, et la voie est alors 100% libre. Au lieu de se précipiter sur cette élection-là en 2002, elle a attendu pour enfin prendre la place de la toute première femme chancelière. On était alors en 2005 et elle y restera jusqu'en 2021, soit 16 ans, tout comme Kohl, et elle décide alors de partir la tête
très 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 haute, avec une cote de popularité aujourd'hui autour des 70%. La fin d'un tel règne annonce évidemment l'heure du bilan, ce qui m'amène à la troisième partie, ce qu'on retiendra des années Merkel. Que retiendrons-nous des années Merkel ? Parce que, étrangement, chez nous, Merkel représente beaucoup de choses sans que l'on sache réellement pourquoi. Et pour cause, Angela Merkel est emblématique sans avoir mené une seule réforme de grande envergure en plus de 15 années de pouvoir. Elle gère son pays calmement, naturellement, généralement loin des journalistes, et grâce à ça, elle a pu gérer la crise économique mondiale, la crise des migrants et la crise sanitaire du Covid plus récemment d'une manière complètement différente de ses homologues. Mais Angela se laisse surtout porter par le vent des opinions. Par exemple, elle défend bec et ongle le nucléaire dans son pays jusqu'à l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima qui a été endommagée par le tsunami qui a touché le Japon en 2011. Et quasiment du jour au lendemain, l'Allemagne sort du nucléaire pour favoriser le gaz russe. Un gros retournement de situation puisque le pays se retrouve alors dépendant d'un de ses plus grands adversaires, la Russie. Même chose avec le Covid où elle n'a pas hésité à s'excuser platement du jour au lendemain encore une fois quand elle a senti la colère populaire sur sa gestion de la crise sanitaire quand elle avait demandé aux Allemands de rester chez eux. Presque en larmes, elle a présenté ses excuses. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. La sortie du nucléaire, l'accueil d'1 million de migrants, la retraite descendue, le salaire minimum, l'avortement, le mariage homosexuel, voilà ce qui reste de 16 années au pouvoir. Au final, des réformes plutôt de gauche, d'un parti initialement de droite, on retiendra ça aussi d'elle, le fait qu'elle est parvenue à rendre son parti beaucoup plus centriste que droitiste. Et je le disais, elle n'a pas vraiment mener de grosses réformes, parce que ce n'est pas quelqu'un de visionnaire, ce n'est pas quelqu'un de stratège dans ce sens-là en tout cas, puisque Angela Merkel a deux faces, la comptable avec un sens presque inné de la négociation et du calcul, d'une part, et de l'autre, un instinct moral qui lui vient de son histoire personnelle, la dictature et l'atteinte de ses libertés. Il y a plusieurs exemples qui ont montré ces deux faces, mais la plus célèbre restera évidemment, et c'est celle qui a marqué l'Europe et la France et le monde entier, son fameux Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, en allemand, ça veut dire « nous y arriverons ». Et c'est la phrase qu'elle a martelée pour accompagner l'accueil de 1 million de migrants en Allemagne. À l'époque, elle ouvrira ses frontières pour 1 million de réfugiés, une décision autant acclamée que critiquée et qui lui vaudra pas mal de soucis lors de sa dernière campagne électorale. Si beaucoup diront que ça l'a placée comme grande leader sur la scène mondiale, l'opinion publique, lui, sera un peu plus partagée. Et c'est un euphémisme. Certains diront même que cette décision a aidé l'extrême droite à gagner des votes. Et on sait qu'en Allemagne, l'extrême droite a une toute autre signification, mais aussi donner de l'eau au moulin des politiques britanniques pro-Brexit. Certains tenteront de même trouver une explication à cette décision, puisque les politiques sont vus comme des stratèges, il n'en faudra pas plus pour lui attribuer de sombres tactiques sur l'accueil de ces migrants, par exemple, que la population allemande a besoin de rajeunir sa population et que donc les migrants sont un bon moyen d'y parvenir, ou encore les premiers arrivés seront les réfugiés les plus riches et donc les meilleurs. Mais en réalité, la raison serait plutôt symbolique et toujours liée à l'histoire allemande, mais également à l'histoire d'Angela évidemment. L'image de soldats allemands armés aux frontières rappelle des souvenirs bien sombres, inenvisageable alors de refuser l'entrée à des personnes sans échappatoire qui fuient leur pays, leur culture, contre leur gré. Et pour les Allemands d'ailleurs, tout cela prend une autre ampleur car Merkel représente beaucoup sur ce plan-là, vu qu'elle a permis en grande partie au pays, à l'histoire compliqué, on va le dire, de retrouver une unité, un certain patriotisme que l'on pensait perdu, une fierté que l'on pensait perdue depuis des années, et donc de tourner la page d'année noire, ce qu'elle promettait d'ailleurs dans sa tribune contre Kohl. Mais Angela Merkel représente évidemment aussi beaucoup de par son sexe, tout simplement. Une femme au pouvoir, c'est encore malheureusement très très rare pour être souligné, mais elle se considère-t-elle comme féministe ? Alors, elle répond en ces mots. J'aimerais, dit-elle, je me retrouve en partie dans l'histoire du féminisme, mais pas entièrement, donc je ne veux pas usurper ce qualitatif. Ça me va très bien si vous pensez que j'en suis une, mais je ne veux pas me coller cette étiquette. Il y a évidemment une certaine pudeur face aux femmes qui en ont réellement fait un combat, ce qui n'est pas le cas d'Angela Merkel. Par ailleurs, lors d'adoption de lois que l'on peut considérer comme féministes, la politicienne n'a pas brillé pour son engagement. En 91, la loi Merkel qui portait son nom sur l'avortement est un compromis pour plaire à tout le monde, aux conservateurs et aux progressistes. Il est illégal mais toléré, il porte atteinte à la vie mais la société doit aider les femmes face à ces décisions difficiles, bla bla bla. L'opposition, elle, veut dépénaliser alors l'avortement et c'est cette deuxième proposition qui sera retenue lors du vote. La politicienne s'abstiendra. Même chose d'ailleurs pour une autre loi résolument sociale et qui soulève alors de nombreuses questions pour une chancelière qui appartient à un groupe chrétien, la loi du mariage pour tous en 2017. Elle le précipitera pour qu'il soit voté, mais le moment venu, elle votera
contre. Et oui, Angela Merkel a voté contre le mariage pour tous, je pense, sachant pertinemment qu'il allait passer, mais tout de même, c'est un signe fort, là où elle s'est abstenue pour l'avortement, elle a voté contre le mariage pour tous. Autre moment fort de son mandat, évidemment, malgré elle, c'est la crise du Covid. Angela Merkel était en terrain conquis alors, puisqu'elle a quand même une formation de scientifique, je le rappelle, donc elle a géré la crise d'une main de maître et une main plus douce que la crise financière de 2008 où elle a renvoyé une image très austère qu'elle n'aimait pas trop. Et toujours sur le Covid, d'ailleurs, en mars 2001, c'est la toute première fois en 14 ans de gouvernance, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme, qu'elle prononçait un discours télévisé à la nation. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Et au fil de ces 16 années au pouvoir, sa vie personnelle, sa façon d'être est tout simplement devenue son style politique. C'est une fille simple à la base, mais elle s'est bien rendue compte que cela pouvait devenir un symbole politique. Certaines personnes se demanderont, est-elle réellement comme ça? Et cela s'est imbriqué naturellement. Ou a-t-elle construit tout ce style politique, sachant qu'il lui réussissait au début? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, elle a sans aucun doute laissé une trace dans son pays et dans le monde politiquement, mais aussi culturellement, et c'est pour ça qu'on est là, et qui me donne une parfaite transition, vous l'avez vu venir, sur la dernière partie de ce podcast. Pourquoi Angela Merkel est-elle une icône pop? Le surnom d'Angela Merkel en Allemagne, Mutti, signifie maman. Alors initialement, le terme Mutti se voulait péjoratif et extrêmement sexiste, mais elle a réussi le tour de force de le tourner à son avantage en incarnant à elle seule l'Allemagne. 16 ans de pouvoir, évidemment, Angela Merkel est devenue un symbole. On pourrait presque la comparer à la reine Elisabeth II, tellement elle a marqué la période qui porte désormais son nom. Elle représente une figure stable, rassurante dans un monde qui est désormais en changement constant, sans réellement le faire exprès. Elle incarne l'Allemagne de par sa stabilité, une notion très importante au cœur des Allemands. Et selon Elisabeth Badinter, on peut également la comparer à un autre symbole plus triste, celui-ci, Marie-Antoinette, tant les deux ont plus marqué la politique par leur personnalité que par l'exercice de leur pouvoir. Un côté, encore une fois, très iconoclaste. Au fur et à mesure de ses mandats, elle est devenue la seule figure européenne emblématique du continent. Elle est devenue iconique par la durée, alors que le charisme ne la caractérise pas spécialement. Malgré tout, là où d'autres politiques se sont moqués, elle est presque glorifiée comme un véritable symbole. Dans la pop culture, Angela Merkel a une place toute particulière. Premièrement, je le disais, elle brille par son apparence. Un style vestimentaire et la même coupe indémodable depuis 20 ans font d'elle une figure emblématique, reconnaissable presque en moins d'une seconde, presque en relief même. Et pourtant, l'apparence ennuie énormément Angela Merkel, d'autant plus que selon elle, cela prend une toute autre signification quand on est une femme. Elle dira, pour une femme, l'attention prend plus de temps à capter qu'un homme. Elle entend par là dire que les hommes vont déblatérer des minutes durant son accoutrement avant de l'écouter réellement. En adoptant toujours la même tenue, elle évite ce genre de problème. Ich habe heute früh vor meinem Kleiderschrank gestanden und irgendwie gedacht, rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern, was machst du? Die Kette ist die gleiche wie gestern, damit es keine weiteren Diskussionen gibt. Et autre signe de son impact pop, c'est sa posture qui vous aura peut-être dans votre prochain déguisement, si jamais je vous ai donné une idée. La position de ses mains, qui est devenue un signe tout particulier en Allemagne, elle joint les extrémités de ses doigts pour former un losange. Cela a pris une telle ampleur que même sur les dernières campagnes, on n'a plus mis le visage d'Angela Merkel, mais juste ses mains. Ce signe se retrouvera sur des mugs, des t-shirts, des produits dérivés Angela, alors que finalement il est le fruit du hasard. Ce signe sera d'ailleurs spéculé, décrypté, fake newsé. Évidemment, ce signe, mais également la personnalité d'Angela, donc sa posture, son style, etc., n'a pas manqué d'influencer et d'inspirer de nombreux artistes. Alors bien évidemment, la politique inspire les artistes depuis des années. Les politiciens font souvent l'objet de caricatures, etc. Et Angela Merkel ne fait évidemment pas exception. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle est plus souvent représentée comme une icône, à la star d'un Obama par exemple, plutôt que caricaturale. Ainsi, vous trouverez des tableaux comme les Marilyn Monroe d'Andy Warhol avec Angela Merkel, des canards de bain dans Angela Merkel, des véritables icônes religieuses Angela Merkel, des t-shirts Angela Merkel. Et pour son 60e anniversaire, l'Allemagne n'a même pas hésité à mettre une statue de cire de leur dirigeante devant la chancellerie, je veux dire, iconique. Et de la culture de manière générale, Angela Merkel a évidemment fait l'objet de nombreuses adaptations dans des œuvres littéraires, théâtrales ou cinématographiques, surtout au cours de la seconde moitié de sa présence à la chancellerie. Ce qui se remarque dans les œuvres artistiques, c'est une distance assez critique par rapport à la figure du chancelier, là où d'autres politiciens auraient été raillés directement. Si populaire en Allemagne qu'elle est devenue un personnage de fiction d'un film, Die
Greti-Benen, je pense le écorcher ce nom, qu'on pourrait traduire par Les Motivés, sorti en 2020 et adapté du livre best-seller en Allemagne, Les Motivés, Merkel et la politique des réfugiés, qui retrace les 63 jours justement précédant la décision de laisser venir près d'1 million de réfugiés en Allemagne avec son fameux Wir schaffen das. Et le film devait sortir au cinéma mais n'a pu être diffusé qu'à la télé à cause de la crise du Covid. Et dans la politique autour d'elle, on peut retrouver des influences de Merkel dans beaucoup de politiques, et Emmanuel Macron en est le parfait exemple puisqu'il se présentait également de centre et promettait un changement comme l'a fait Angela avec Kohl. Comme lui, elle pratiquait également un en même temps d'une main de maître et c'est peut-être même d'elle qui s'est inspirée de ce fonctionnement mais qui a réussi chez les voisins allemands à voir si Macron emprunte cette même voie. Et chez d'autres dirigeants, Poutine respecte grandement la chancelière qui a su se faire réélire démocratiquement. Barack Obama aussi lui a réservé son voyage d'adieu à la fin de son 2e mandat à la Maison-Blanche et lui a fait des éloges dans ses mémoires, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes citées. Bonjour Nicolas Sarkozy. Mais dans la pratique, cette politicienne qui navigue au gré de l'opinion publique, qui va directement parler au premier intéressé quand quelque chose bloque ou ne va pas, et qui n'a pas peur de s'excuser et de changer radicalement de politique, elle brille alors par sa singularité. C'est Merkel, c'est le leadership Merkel qui a frappé et qui est pour l'instant considéré comme irremplaçable. C'est un regret d'ailleurs qu'elle ne brigue pas un 5e mandat, mais toujours raisonnable, toujours à son image. Elle ne veut pas se lancer dans le mandat de trop. Elle pensait d'ailleurs déjà que le 4e était celui de trop. L'histoire a prouvé le contraire. Alors le futur d'une grande figure politique fascine, on l'a vu avec Obama où les photos de ses premières vacances en tant que citoyen redevenu lambda ont fait le buzz. Pour Angela, cela fait un petit temps qu'elle s'y prépare puisqu'elle a toujours gardé les pieds sur terre alors que beaucoup auraient pu perdre la tête assoiffés de pouvoir dans la chancellerie 7 fois plus grande que la Maison-Blanche et pourtant elle ne vit même pas à la chancellerie, mais dans un appartement au 4e étage d'un immeuble qui en compte 5. Si vous avez visité déjà Berlin, vous êtes peut-être même passé devant sans vous en rendre compte. Elle fait ses courses seule, ne supporte pas les gardes du corps et elle passe tous ses week-ends dans une petite maison de campagne où elle jardine, cuisine et vit une vie complètement simple où elle coupe son téléphone. La transition devrait être moins violente, mais tout de même cryptée. À mon avis, on va en entendre parler. Quoi qu'elle fasse, seul l'avenir nous dira où elle ira, mais désormais, vous savez d'où elle vient. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous ne savons toujours pas qui succédera à Angela Merkel. Je lui souhaite bonne chance. Moi, de mon côté, en tout cas, je tenais à vous remercier énormément pour votre écoute sur ce podcast et vous remercier aussi pour l'accueil réservé à mon tout premier podcast sur Michael Jackson qui est disponible sur toutes les plateformes. Mais n'hésitez pas en tout cas à venir me dire ce que vous avez pensé de ce 2e podcast, de ce podcast-ci. Je vous invite à vous abonner, à ajouter ce podcast à vos favoris, à mettre des étoiles sur les différentes plateformes et à noter un petit avis sur Apple Podcast pour aider le référencement de ce podcast. Et si vous désirez aller plus loin, je vous conseille vivement le livre de Marion Van Rettergem, Angela Merkel, l'OVNI politique aux arènes du monde, et également Angela Merkel, une Allemande presque comme les autres, de Florence Autray, et ça c'est chez Taillandier. Et un 3e livre, si vous êtes vraiment passionné, celui toujours de Marion Van Rettergem qui voue un véritable culte à Angela Merkel et on comprend pourquoi, qui s'appelle C'était Merkel, sorti au printemps dernier. Et pour le prochain épisode de Iconique, on va partir sur un sujet cinématographique cette fois-ci et on va enfin venir en France, puisqu'après les États-Unis et l'Allemagne, c'est la France qui sera à l'honneur. Et quelle France, puisqu'on va parler de la France de Louis de Funès, mon personnage emblématique. Encore merci pour votre écoute jusqu'ici. Prenez soin de vous. Au revoir.